Il existe des films que l'on admire, des films que l'on méprise et des films que l'on finit par aimer parce que le temps a transformé leurs défauts en signes distinctifs. Anaconda appartient résolument à cette troisième catégorie. Sorti en 1997, il fut accueilli comme un gros morceau de cinéma commercial vaguement honteux, une série B ayant bénéficié par erreur d'un budget de série A. Près de 30 ans plus tard, il apparaît pourtant comme une espèce presque disparue. Le film de monstre hollywoodien compact, généreux, matériel, nullement embarrassé par son propre ridicule et suffisamment bien fabriqué pour que celui-ci devienne délicieux. Il faut donc commencer par rendre à l'animal son véritable pédigré. Anaconda n'est pas un chef-d'œuvre incompris. Ce serait lui demander de ramper dans des chaussures beaucoup trop grandes. Mais ce n'est pas davantage le nanar intégral que sa réputation laisse parfois entendre. C'est un authentique film d'exploitation produit par un grand studio, pris en étau entre la compétence de ses techniciens et la sottise assumée de son scénario. Il possède la texture luxueuse d'une aventure hollywoodienne, l'intelligence narrative d'un train fantôme et, au milieu de tout cela, John Voight qui semble interpréter un film que personne d'autre n'a reçu. Le scénario pourrait tenir sur le carton d'emballage du serpent mécanique. Une équipe de documentaristes remonte un fleuve amazonien à la recherche des Shirishima, peuple légendaire dont la fonction principale consiste à justifier le voyage. En chemin, les membres de l'expédition recueillent Paul Ceron, inquiétant aventurier paraguayen qui prétend connaître la région. Ceron va progressivement détourner la mission afin de capturer un anaconda gigantesque. On reconnaît immédiatement l'architecture des Dents de la Mer. Un groupe isolé, un territoire aquatique, une créature invisible ou partiellement dissimulée, puis une chasse aux monstres durant laquelle les humains servent essentiellement de menu dégustation. La parenté devient presque comique lorsqu'on découvre que la photographie est signée Bill Butler, le chef opérateur du film de Spielberg. L'American Film Institute crédite également Hans Bauer, Jim Cass et Jack Epps Jr. au scénario, Randy Edelman à la musique et Michael R. Miller au montage. Derrière son allure de vidéoclub, Anaconda mobilise donc une véritable machinerie hollywoodienne. Mais là où Spielberg organisait l'absence du requin, Luis Loza s'empresse de montrer son serpent. Les dents de la mer reposaient sur le désir frustré de voir. Anaconda repose sur la satisfaction infantile de voir beaucoup, vite, et de préférence quelqu'un se faire avaler. Le film n'a ni la patience ni la perversité nécessaire pour construire une peur durable. Il préfère l'attaque brutale, la gueule ouverte et le corps aspiré comme un spaghetti humain. Cette différence résume parfaitement le passage de 75 à 97. Entre les deux films, Alien, Predator et surtout Jurassic Park, on redéfinit le spectacle de la créature. Il ne suffit plus de suggérer, le monstre doit courir, bondir, enlacer, avaler et faire la démonstration complète de ses compétences professionnelles. Anaconda se situe précisément à cette charnière où les monstres mécaniques commencent à céder leur place aux images numériques, sans que celles-ci aient encore atteint la fluidité nécessaire pour se faire oublier. Le résultat est inégal, mais fascinant. Le serpent en image de synthèse possède parfois l'élasticité d'un économiseur d'écran. Il se déplace à une vitesse qui semble moins relever de la zoologie que de jeux vidéo. Pourtant, lorsqu'il redevient mécanique, lorsqu'il occupe réellement l'espace, projette de l'eau et oblige les acteurs à lutter contre une masse physique, le film retrouve une puissance primitive. On ne croit pas nécessairement à l'animal, mais on croit à l'objet. Et quel objet d'ailleurs! L'animatronique principal mesurait environ 12 mètres, pesait près de 1,360 kg et comportait 140 articulations alimentées par un système hydraulique de 250 chevaux. Seul un sixième environ des effets du serpent aurait été réalisé numériquement. Autrement dit, il fallait une puissance industrielle considérable pour fabriquer une créature dont le véritable cerveau, comme le remarquait malicieusement son concepteur Walt Conti, n'aurait pas dépassé la taille d'une amande. La meilleure idée de Anaconda reste son bateau. L'embarcation transforme l'immensité amazonienne en espace clos. Le fleuve devrait être une voie de circulation. Il devient un couloir sans issue. La jungle semble ouverte de tous côtés, mais personne ne peut réellement s'y aventurer. Entre l'eau opaque, les bergers étouffantes et la végétation qui boucle l'horizon, le film fabrique une sorte de huis clos flottant. On pourrait y voir une version tropicale de l'espace d'Alien. Le bateau tient lieu de Nostromo. La jungle remplace le vide intersidéral et Ceron occupe successivement les fonctions de l'androïde félon et du xénomorphe. Car le premier prédateur du film n'est pas le serpent. C'est bien le chasseur qui monte à bord, observe le groupe, détecte ses faiblesses, neutralise son chef et prend progressivement le contrôle de l'expédition.
Le documentaire constitue également un motif plus intéressant qu'il n'y paraît. Une équipe occidentale pénètre dans un territoire qu'elle veut enregistrer, classer et rapporter sous forme d'images. Dans Cannibal Holocaust, autre remontée cinématographique vers une Amazonie fantasmée, les filmeurs devenaient les véritables monstres. Anaconda reprend inconsciemment ce principe avant de le neutraliser. Ces documentaristes sont globalement sympathiques et les Shirashama demeurent une abstraction exotique, repoussée jusqu'aux dernières minutes. Le film prétend partir à la recherche d'un peuple, mais il préfère nettement rencontrer une vedette plus photogénique, mesurant 12 mètres et capable de négocier directement sa place sur l'affiche. Le scénario traite les personnages comme des fonctions immédiatement identifiables. Le scientifique, la réalisatrice, le cadreur, le britannique arrogant, le technicien rigolard, la jeune femme sexy et le type qui n'aurait jamais dû être recueilli. Personne n'existe vraiment avant que la mise à mort lui accorde quelques secondes de personnalité. Cette mécanique est rudimentaire mais efficace. Luis Loza comprend qu'un film de monstre n'a pas besoin de biographie complète. Il lui faut des silhouettes suffisamment distinctes pour que le spectateur sache qui vient d'être avalé. Jonathan Hyde joue le snob avec une gourmandise admirable. Owen Wilson apporte déjà cette mollesse nasale et ce charme lunaire que deviendront sa signature. Carrie Wheeler reçoit le rôle ingrat de la sensualité sacrificielle. Eric Stoltz, pourtant présenté comme le personnage masculin principal, se fait neutraliser par une piqûre à la gorge et passe une bonne partie du film couché. Cette éviction de Stoltz produit un déplacement assez réjouissant. Le centre héroïque revient progressivement à Terry Flores et Danny Rich, interprétés par Jennifer Lopez et Ice Cube. En 97, Lopez n'est pas encore l'industrie ambulante qu'elle deviendra. Selena sort la même année et hors d'atteinte de Steven Soderbergh arrivera l'année suivante. Anaconda saisit donc l'actrice à un moment particulièrement intéressant. Déjà doté d'une présence de star, mais encore disponible pour courir dans la boue, hurler devant un serpent en caoutchouc et affronter John Voight dans un hangar rempli de carburant. Ice Cube, de son côté, ne cherche jamais à faire oublier qu'il trouve toute cette histoire parfaitement absurde. Son jeu, souvent réduit à une incrédulité hostile, devient une sorte de commentaire intérieur du film. Danny est le seul personnage qui semble comprendre immédiatement qu'un homme parlant comme Céron ne doit pas être autorisé à conduire quoi que ce soit, encore moins un bateau transportant Owen Wilson. Il faut évidemment parler de John Voight. Il faut même parler de lui avant de parler du serpent, puisque le serpent lui-même semble avoir été engagé comme partenaire de John Voight. Paul Ceron constitue l'une de ces performances devant lesquelles la notion de bon jeu devient inutile. Son accent appartient à une nation qui n'existe sur aucune carte, sa bouche semble poursuivre une carrière parallèle au reste de son visage. Ses yeux glissent sur les autres personnages avec une sensualité carnassière, tandis que sa diction transforme chaque phrase en menace humide. Voight ne joue pas le réalisme. Il joue l'idée qu'un acteur hollywoodien se fait d'un aventurier sud-américain après avoir regardé Klaus Kinski dans Aguirre et la colère de Dieu, puis s'être endormi devant Fitzcarraldo. Ceron est un cousin dégénéré des personnages herzogiens, un homme blanc rendu fou par la jungle, obsédé par une conquête absurde et décidé à entraîner tout le monde dans son délire. À ceci près que Herzog aurait filmé cette obsession comme une tragédie métaphysique, tandis que Luis Loza la filme comme une excellente raison d'attacher Jennifer Lopez à une poutre. Ceron est déjà un serpent. Il s'introduit silencieusement dans le groupe, s'enroule autour de sa hiérarchie, étouffe toute résistance et se sert des autres comme appât. Sa manière d'assassiner Matteo avec ses jambes achève la métaphore. L'homme pratique lui-même la constriction. Le film oppose donc moins l'humanité à l'animal qu'il ne met en concurrence deux prédateurs pour déterminer lequel aura le droit de manger les personnages secondaires. La fameuse séquence au cours de laquelle Céron est avalé, puis régurgité, résume tout le projet. Son cadavre couvert de salive adresse encore un clin d'œil à Terry. Ce geste n'est pas seulement une plaisanterie douteuse, il constitue l'aboutissement logique de la performance. Même digéré, John Voight refuse de quitter le film. L'anaconda peut engloutir son corps, mais il ne peut rien contre son cabotinage. Le film fut nommé 6 fois aux Razzie Awards, notamment pour Voight, la réalisation, le scénario et le couple formé par l'acteur et le serpent mécanique. Ces nominations disent moins la nullité du film que l'embarras critique provoqué par les œuvres qui ne respectent pas les frontières entre aventure, horreur et comédie involontaire. Roger Ebert fut d'ailleurs l'un de ses défenseurs les plus lucides, le décrivant comme un créature feature efficace, effrayant, drôle et magnifiquement photographié. Luis Loza n'est pas un grand auteur caché sous les fougères. Réalisateur de Sniper, puis de L'Expert avec Sylvester Stallone et Sharon Stone, il appartient plutôt à cette génération d'artisans internationaux capables de livrer des films d'action efficaces, exportables et suffisamment impersonnels pour se fondre dans la production hollywoodienne. Sa réalisation dans Anaconda manque de retenue, mais pas de savoir-faire.
Les plongées verticales écrasent régulièrement le bateau au milieu du fleuve. La caméra adopte le point de vue de la créature, rase la surface de l'eau et transforme les feuillages en rideaux menaçants. Bill Butler photographie la jungle avec des verts profonds, des brumes épaisses et des contre-jours qui donnent au décor une véritable densité. Même lorsque le scénario se contente de déplacer ses victimes d'un point à un autre, l'image entretient la sensation d'une nature saturée, collante, presque déjà digestive. La comparaison avec les Dents de la Mer demeure néanmoins cruelle. Spielberg exploitait l'obstacle technique pour retarder l'apparition du monstre. Loza utilise la technologie pour le montrer davantage, mais perd en contrepartie la peur de l'invisible. Son serpent attaque souvent comme une ponctuation. Conversation, tension, apparition numérique, hurlement, disparition d'un acteur. L'efficacité est immédiate, rarement durable. Certaines scènes possèdent pourtant une véritable brutalité. La mort de Gary écrasé, tandis que Denise assiste impuissante à l'attaque, associe efficacement hors-champ, réaction et violence sonore. Celle de Westridge, poursuivie dans les arbres, transforme momentanément le serpent en prédateur aérien. Le final, dans l'installation industrielle abandonnée, assume quant à lui le passage complet au parc d'attractions. Sans utiliser comme appât, poursuite, constriction, incendie, explosion et retour du monstre pour une dernière tentative syndicale. Le montage commet aussi quelques merveilles involontaires. Le plan du bateau faisant marche arrière a été obtenu en inversant la pellicule, si bien qu'une petite cascade visible à l'arrière-plan remonte vers le ciel. C'est un détail merveilleux parce qu'il synthétise la philosophie du film. Si le bateau doit reculer, alors l'eau reculera aussi. La continuité naturelle est priée de se conformer aux besoins de la production. La musique de Randy Edelman ajoute des percussions, des chœurs et une emphase exotique qui ne laisse jamais planer le doute. Nous sommes dans une jungle de cinéma. L'Amazonie de Anaconda n'est pas un territoire géographique ou humain. C'est un rayon de vidéoclub, quelque part entre Congo, Predator et à la poursuite du diamant vert, et les souvenirs lointains d'un cinéma d'aventure coloniale. Cette vision est évidemment datée. Les populations locales n'existent presque qu'en deux tant que décors ou légendes. Seron concentre à lui seul une collection assez généreuse de clichés. Le film transforme l'Amérique du Sud en espace primitif où des Occidentaux peuvent venir se découvrir, se faire tuer et repartir avec de belles images. Mais cette simplification fait aussi partie de sa nature de série B. Anaconda ne représente pas l'Amazonie, il représente l'idée hollywoodienne de l'Amazonie. En 97, les effets numériques de Anaconda paraissaient médiocres après la révolution de Jurassic Park. Aujourd'hui, ils ont acquis une étrangeté artisanale. Le serpent ne paraît pas plus réel, mais son irréalisme est devenu expressif. Il porte la marque d'une époque où le cinéma apprenait encore à faire bouger ses monstres numériques et compenser leur imperfection par le montage, le son et les animatroniques. Le film annonce toute une nouvelle vague de plaisirs aquatiques et animaliers. Deep Rising, Lac Placide, Peur Bleue, puis les innombrables requins, crocodiles, pythons et créatures hybrides destinés au marché vidéo. Mais contrairement à beaucoup de ses descendants, Anaconda bénéficie encore d'une photographie ample, de décors physiques, d'un casting improbable et d'une véritable ambition de spectacle en salle. Son succès commercial, près de 137 millions de dollars dans le monde pour un budget généralement estimé à 45 millions, explique qu'il ait engendré une franchise entière, mais aucune de ses suites n'a retrouvé cette combinaison particulière. Une production suffisamment coûteuse pour paraître luxueuse, suffisamment idiote pour rester amusante et suffisamment sincère pour ne jamais prendre le spectateur de haut. Car c'est bien là que réside le charme du film. Anaconda ne cligne pas constamment de l'œil pour signaler qu'il connaît sa propre bêtise. Le clin d'œil, il le réserve au cadavre régurgité de John Voight. Tout le reste est joué avec le sérieux professionnel de gens convaincus qu'une énorme mâchoire en latex peut soutenir 90 minutes de cinéma. Et ils n'ont pas complètement tort. Anaconda est à la fois meilleur que sa réputation critique et moins bon que le culte ironique qui l'entoure. Son scénario est schématique, son exotisme embarrassant, son suspense intermittent et ses effets numériques ont parfois la souplesse d'un vieux jeu sur CD-ROM. Mais le film possède une vraie mise en scène, une superbe photographie de Bill Butler, un monstre mécanique encore tangible, Jennifer Lopez en pleine naissance cinématographique et un John Voight si démesuré qu'il finit par faire passer le serpent pour un adepte de la méthode Stanislavski. Ce n'est pas un grand film de monstre, c'est peut-être mieux que cela. Un grand petit film de monstre. Une série B gavée au dollar de studio, descendant bâtard des Dents de la Mer, de Jurassic Park, de Cannibal Holocaust et d'Aguirre, qui remplace la terreur pure par un plaisir plus gras, plus immédiat et infiniment plus convivial. Un film qui rampe, qui bave, qui cabotine et qui, contre toute attente, ne dessert jamais vraiment son étreinte.